vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com, les titres de ce 13h. Au sommaire, ce jeudi, la tournée annuelle légale du préfet du Koufo, à l'instar de ses collègues des autres départements du Bénin, l'autorité préfectorale a entamé la première journée de sa sortie ou de sa tournée par les communes d'Aplaroué et de Diakotomé. Et puis, cette séance de sensibilisation sur des gares routières de Cotonou, initiée par le Centre national de sécurité routière CNSR, hier, les responsables de la structure ont rencontré les conducteurs de taxi et pour leur rappeler les comportements à adopter sur la route en face des acteurs de l'école béninoise, notamment des élèves. Objectif, parvenir à 0 cas de victimes d'accidents de route dans le rang des élèves. Le point avec Narcisse Alossé est à suivre. Et enfin, l'Union des femmes conseillères du département de la Liborie de Borgou et des collines IFEC-KBC a tenu aussi week-end écoulé sa 9e assemblée générale à Parakou. Les femmes élues conseillères communales ont fait le point des actions menées, les difficultés mais aussi les défis à relever après 11 ans de création de l'UFEC. L'association a aussi enregistré de nouvelles adhésions à l'occasion. Voilà pour les titres. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Toujours au menu de ce 13h, l'invité de 13h, Eunice Nago, chargé du programme au PAM, programme alimentaire mondial au Bénin. Merci d'être venu. Merci, monsieur Achadé, de me recevoir. Et je vous reçois justement tout à l'heure et on va parler donc du programme des cantines scolaires au Bénin. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et tout d'abord, à l'instar de ses collègues, je vous le disais en titre, des autres départements du Bénin, le préfet du Koufou a aussi entamé sa tournée annuelle légale. La première journée de la tournée a été donc consacrée aux communes d'Aplaroué et de Diakotomé. Je vous remercie. Première étape d'une tournée démarrée au pas de course par le préfet Christophe Benguedji, le centre de promotion sociale d'Aplaroué. Ici, il est reçu par les principaux acteurs au développement à la base de la commune d'Aplaroué. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous souhaiter, au nom du conseil communal et à mon nom propre, la bienvenue à Aplaroué ce jour, lundi 2 novembre 2020, dans le cadre de la présente séance d'échange qui marque la tournée statutaire annuelle du préfet du département du Koufo au titre de l'année 2020. Cette descente sur le terrain qu'effectue le préfet du Koufo répond à une obligation légale qui tire sa source de la loi portant organisation des communes en République du Bénin. Elle démarre par Aplaroué et va lui permettre de sillonner les 6 communes du département. En ma qualité d'autorité de tutelle, je voudrais demander à tous les conseillers communaux d'Aplaroué, toutes tendances confondues, de se mettre ensemble pour la cause commune. Vous savez cette cause-là, la cause commune, c'est celle d'apporter à leurs mandants, c'est-à-dire à leur population, les services sociaux de base. Cette visite légale est la première que reçoivent les nouveaux conseils communaux élus à l'issue des élections communales et municipales du 17 avril dernier. Outre Aplaroué, le préfet s'est aussi rendu dans la commune de Diakotomé pour le compte de cette première journée. Je voudrais, au nom du conseil communal, saisir cette opportunité pour dire toute notre reconnaissance au président de la République et son gouvernement. Le préfet, dans ses interventions, a à chaque fois prodigué des conseils aux exécutifs communaux tout en mettant l'accent sur les défis qui les attendent. Sur le plan de la gouvernance, oui, de la gouvernance, la tenue à bonne date des sessions ordinaires du conseil communal, la promotion de la gestion participative, la gestion transparente des affaires publiques locales à travers le partage de l'information, l'obligation de compte rendu sur le plan de la sécurité publique, l'implication active des élus communaux
et locaux pour embrasser sérieusement la coproduction de la sécurité. Les autres thématiques abordées ont porté sur la mobilisation des ressources propres et l'éducation. Des doléances, le préfet en a reçu à chaque étape. Certaines sont à transmettre au chef de l'État, le président Patrice Talon. Il s'agit prioritairement de l'asfaltage, seconde phase pour Aplakoé, chef-lieu du Koufo. La réouverture proprement dite du centre universitaire d'Aplakoé. La réouverture de la douane de Oussakoué. Le bitumage de la douane à Aplakoé à Tomé à Godogoué. Le bitumage de la douane à Zambé, Ouégamé, Kouédoki, Kouégamé. La construction de la route à Zambé-Dogo en double voie. Christophe Mengbedi a profité de cette occasion pour saluer le gouvernement pour avoir augmenté sensiblement les subventions accordées aux communes à travers le FADEC. Et après le Koufo et le Zou, le ministre des Sports était mardi dans le département du Mono. Osvaldo Meki a visité les chantiers de construction des stades omnisports dans les communes de Grand Popo et de Comé. On retrouve Geoffroy Messan et Florent Dou. Les férus du cuir rond de la commune de Grand Popo auront bientôt à leur disposition ce joyau qui, déjà à ce stade de l'évolution des travaux, de sa construction, donne envie de chausser les crampons. Situé à quelques encablures de l'océan Atlantique, ce stade qui reçoit la visite du patron des sports au Bénin sort des ruines de l'ancien stade de la ville. En venant ici, Osvaldo Meki poursuit sa tournée d'inspection de l'évolution des chantiers de construction de 22 stades omnisports mis en œuvre au titre du programme d'action du gouvernement. Il s'est ensuite rendu à Comé, à une vingtaine de kilomètres de Grand Popo, toujours dans le département du Mono, pour le même exercice. Les travaux ont bien avancé parce que depuis fort longtemps, c'est la quatrième fois que je suis venu aujourd'hui ici avec le ministre. Donc voilà, moi je suis très heureux. Le dernier virage dans la finition des grosses œuvres, des chantiers de Grand Popo et de Comé est déjà amorcé. Le ministre des Sports, dans ses échanges avec les techniciens rencontrés sur le terrain, a mis l'accent sur l'obligation de respecter les cahiers de charges, tant sur le plan de la qualité des infrastructures que sur le plan du délai contractuel. Globalement, il faut quand même dire que ça avance. Aujourd'hui, nous avons passé l'étape la plus difficile et donc on peut dire que de ce point de vue-là, nous sommes plutôt heureux que le chantier ait pu avancer à ce niveau. Cela étant, il y a des délais qui ont été prescrits avec un chronogramme bien précis et du point de vue de ce chronogramme, il y a quelques retards qu'on observe et donc nous sommes venus également pour faire le point avec les entreprises et voir comment nous travaillons ensemble pour pouvoir avancer et surtout tenir les délais. Ici, ils sont à 90% globalement. Sur papier, c'est écrit 94%, mais c'est parce que ça intègre aussi tout le matériel qui est déjà importé et qui est en attente de déploiement. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que nous avons insisté pour que les entreprises continuent de se mobiliser pour aller vite. Le ministre Osvaldo Meki a saisi cette occasion pour rassurer les uns et les autres sur l'accessibilité des stades omnisports à la fin des travaux. J'entends bien ce plaidoyer de la population qui dit « nous voulons avoir accès au stade ». Bien évidemment, cela ne sera pas interdit, mais ce sera réglementé. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire ces investissements-là et les laisser ouverts comme ça à qui veut. Ce sera réglementé avec le soutien des autorités communales et surtout parce que nous avons besoin d'entretenir ces infrastructures, nous avons besoin que la maintenance soit au top pour que ces infrastructures durent dans le temps. Donc je veux rassurer les populations, les stades sont faits pour elles, elles auront accès au stade, mais ce ne sera pas dans le désordre, ce ne sera pas dans la pagaille, ce sera de façon structurée avec des règles bien claires qu'il faudra respecter. Lancés le 2 juillet 2018, les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades omnisports au Bénin évoluent donc. Leur disponibilité prochaine apportera un souffle nouveau au sport béninois.
Et puis le Centre national de sécurité routière était hier en séance de sensibilisation, je vous le disais dans le titre, sur les gares routières de Cotonou. Les responsables du CNSR ont rencontré donc les conducteurs de taxi pour leur rappeler les comportements à adopter sur la route face aux acteurs de l'école béninoise, notamment des élèves. Objectif parvenir à 0 cas de victimes d'accidents de la route dans le rang des élèves. On voit le point avec Narcisse Alossé. Tous vous regardez dans la même direction, il est sûr qu'il n'y aura pas d'accident de la circulation. C'est une démarche cyclique qui est devenue une tradition au Centre national de sécurité routière. Au début de chaque année scolaire, les responsables investissent les gares routières du pays pour rappeler aux conducteurs de véhicules de transport en commun les comportements adoptés sur la route vis-à-vis des élèves. Pendant longtemps, les enfants ont été en vacances, les routes ont été, on va dire, plus ou moins désertes. Avec la période scolaire, les routes sont prises d'assaut par les élèves et écoliers en quête du savoir. Et pour cette quête noble, nous avons voulu que les professionnels que sont les conducteurs et transporteurs puissent intégrer cette nouvelle présence de ces usagers de type nouveau dans la circulation, qui puissent intégrer cette présence dans leur comportement de tous les jours, pour assurer que l'année scolaire se déroule sans accident. Une année scolaire sans le moindre cas de victimes d'accident de la route dans le rang des apprenants. Et pour y parvenir, les responsables du CNSR ont montré à leurs interlocuteurs de circonstances un package de vertus à cultiver. C'est de leur rappeler les réflexes de sécurité lorsqu'ils sont face à des groupes d'enfants qui veulent traverser, lorsqu'ils sont face à un guide d'aide à la traversée généralement placée par les établissements pour solliciter leur indulgence et faciliter l'activité de traversée. Bref, nous avons voulu leur rappeler ces réflexes pour que l'année scolaire puisse se dérouler sans heurts. On a dit la répétition est pédagogique. Donc, nous rappeler chaque fois ce que nous connaissions déjà, ce que nous avions appris, est une bonne chose pour sauver des vies humaines. Et nos enfants, on a dit, l'enfant est le père de l'homme. Donc, sauver la vie de nos enfants, c'est sauver la vie de la nation. Et de la parole à l'acte, ces conducteurs officiant sur la gare routière Tokpa B ont brandi devant l'objectif de notre caméra des pancartes contenant des messages révélateurs de leur engagement. Ce geste est le signe de notre engagement profond à dire cette année-ci, je fais attention à nos enfants et je leur facilite la traversée. Pour dire, cette année-ci, je m'assure que j'ai ralenti parce que je veux que l'enfant là, mon enfant, son enfant, leurs enfants, je veux que ces enfants-là traversent la route en toute sécurité. À leur côté, il y a des femmes du marché d'Antokpa. Des notions de priorité à gauche, enseignées traditionnellement aux piétons, leur ont été inculquées pour restitution à leurs enfants une fois à la maison. Les responsables du Centre national de sécurité routière, eux, disent avoir réussi leur pari ici. Ils sont attendus les jours à venir sur d'autres gares routières du pays pour le même exercice. Et maintenant, en direct sur ce plateau, le chargé du programme du PAM, le programme alimentaire mondial, Eunice Nago, vous êtes l'invité de ce journal de 13h. Bienvenue sur Canal 3 à nouveau. Merci. On parle donc avec vous du programme national d'alimentation intégrée, qui est une initiative, il faut le rappeler, du gouvernement du Bénin financé sur le budget national. Objectif de ce programme, je vous le rappelle rapidement, c'est de fournir donc des repas chauds, les repas bien chauds, tous les jours des classes aux écoliers des zones vulnérables et difficiles d'accès. Et vous comptez améliorer le taux de scolarisation de nos enfants, et bien justement pour l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD de numéro 2. Et bien le dit programme couvre déjà près de 4000 écoles et impacte plus de 600 000 bénéficiaires. Et plus d'un mois déjà que l'école béninoise a rouvert ses portes. Quel bilan pouvez-vous faire donc de ce programme des cantines scolaires? Merci, monsieur. Je dirais que l'école a repris effectivement et les cantines scolaires avec.
La preuve en est que dès le jour de la rentrée, les cantines étaient déjà fonctionnelles dans plus de 97% des écoles. Les écoles où les cantines n'ont pas rouvert, c'est surtout des écoles inaccessibles, pour, par exemple, à cause d'inondations. Et la cantine est fonctionnelle grâce aux dispositions que le PAM a prises bien avant que la rentrée ne démarre. Alors, quelles sont donc les dispositions? Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes de ces dispositions? Est-ce qu'aujourd'hui, de façon concrète, tous les enfants mangent régulièrement à l'école? Oui, je dirais que tous les enfants mangent régulièrement à l'école, à quelques exceptions près, pour les raisons évoquées précédemment. Et en termes de dispositions, déjà, pendant les vacances, avant le jour de la rentrée, nous avons pris soin de mettre en place dans les écoles les vivres dont elles auront besoin au cours du premier trimestre de l'année. Et cela a permis, comme je l'ai dit tantôt, déjà d'avoir la majorité des cantines fonctionnelles dès le premier jour. Nous avons également maintenu dans les écoles, maintenu actifs les médiateurs ou animateurs, si vous voulez, des ONG que le PAM a contractualisé pour assurer un suivi de proximité de ces écoles-là. Et cela a permis que les cuisiniers soient mobilisés également dès le premier jour. Et comme je le dirais, ce suivi de proximité et au quotidien continue, bien évidemment. Alors on le rappelle aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes, je le disais, avec ce contexte de la Covid-19. Eh bien, comment vous gérez tous ces soucis liés à la pandémie du moment, avec les enfants qu'on suppose être plus exposés avec, disons, le nombre pendant les cantines scolaires? Et comment vous gérez tout ça et quelles sont les dispositions que vous prenez pour protéger les enfants? Effectivement, nous sommes dans une période particulière et le PAM déjà mettait l'accent dans les écoles à cantine, un accent particulier sur les règles d'hygiène. Et dans ce contexte de crise sanitaire que vous avez si bien rappelé, nous continuons, nous mettons un accent encore plus appuyé, plus renforcé sur le respect des gestes barrières. Et nous avons mis à disposition des écoles plus de dispositifs de lavage de mains et même du savon pour que ce lavage-là soit bien fait. Nous avons également insisté, nous continuons d'insister tous les jours sur les autres règles, les autres mesures barrières, le port du masque. Et les cuisinières sont tenues de porter leur masque au cours de la préparation des repas, mais aussi pendant le service, tout comme les autres adultes. Est-ce à dire qu'avant de donner le repas à chaque enfant, vous exigez par exemple que ce dernier porte obligatoirement son masque? Vous savez, conformément aux réglementations en place au niveau du ministère de l'enseignement maternel et primaire, si je ne me trompe, les enfants sont invités à mettre leur masque. Mais l'accent est plus mis sur les adultes. Et donc, comme je le disais, les enfants peuvent porter ce masque-là s'ils le désirent ou si leurs parents l'ont recommandé. Mais ce qui est sûr, les adultes autour de ces enfants-là portent leur masque et surtout les cuisinières qui sont tout près des repas et qui assurent le service de ce repas-là. D'accord, Madame Eunice Nago Koukoubou, je rappelle que le programme des cantines scolaires, dans sa mise en œuvre, ça fait déjà 4 ans. Aujourd'hui ou cette année, quelles sont les innovations que vous avez apportées pour, disons, améliorer le contenu du programme? En termes d'innovation, je vais d'abord dire que maintenant, nous sommes rassurés que tout le dispositif qu'il fallait être en place, l'ossature est en place. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est peaufiner tout ce dispositif. Et en termes d'innovation, nous travaillons actuellement à mettre en place, à développer le modèle de cantine scolaire idéal pour le Bénin. Et nous travaillons aussi à renforcer l'implication des communautés elles-mêmes, mais également des élus locaux. Justement, parlant disons, l'implication des communautés, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, si vous voulez, et quel devait être aussi, eux aussi, leur rôle dans ce processus que vous êtes en train de conduire au niveau du programme alimentaire mondial? Oui, effectivement, comme je le disais, l'implication des communautés est très importante et les parents déjà, en scolarisant leurs enfants, contribuent beaucoup à l'effectivité du programme. Et nous insistons beaucoup sur la scolarisation des filles. Et en plus de cela, l'implication de toute la communauté est nécessaire parce que cela vient en appui à tout le dispositif déjà mis
Et cela permet d'assurer la pérennisation du programme. Les communautés où des activités de soutien sont mises en place, comme les jardins scolaires, dans ces communautés-là, cela permet d'apporter par exemple des vivres complémentaires au repas. Cela améliore la diversité des repas. Et dans ces communautés, on est sûr que même s'il advenait que le PAM ou les donateurs actuels se retirent, que les cantines survivront à cela. D'accord. Alors, 4 ans, ça fait beaucoup, hein, c'est pas petit. Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de ce programme de cantine scolaire? Je vais déjà revenir sur l'implication des communautés qui n'est pas au beau-fils dans toutes les communautés. L'implication dans certaines communautés est encore faible. Il y a aussi le défi de l'eau. Plusieurs écoles manquent d'eau potable. Et cela, vous comprenez bien que cela constitue un véritable problème. Il y a également le problème, je ne dirais pas un problème, comme autre difficulté, il y a le manque d'infrastructures. Il y a certaines infrastructures de base qui malheureusement continuent à manquer dans certaines écoles. Et donc, tout le monde doit contribuer à mettre en place ces infrastructures-là. D'accord. Madame Eunice Nago Koukoubou, votre mot de la fin pour conclure l'entretien? Je dirais tout simplement que les cantines scolaires, c'est l'affaire de tous, en commençant par les communautés elles-mêmes et les autorités locales. Et sans les cantines scolaires, nous ne pouvons construire un capital humain durable et de qualité pour ce pays-là. Eunice Nago Koukoubou, je rappelle que vous êtes chargée du programme au PAM Bénin. Merci pour toutes ces explications et bon courage à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et toute autre chose maintenant, l'Union des femmes conseillères des départements de la Liborie, du Bagou et des collines du FEC, je vous l'annonçais dans les titres, ABC a donc tenu le week-end écoulé sa 9e assemblée générale à Parakou. Les femmes élues conseillères communales ont donc fait le point des actions menées, les difficultés mais aussi les défis à relever. Et depuis 11 ans de création de leur association, l'association qui a reçu aussi l'adhésion de nombreuses femmes de la Takora et de la Danga. Cette assise consacre la 9e assemblée générale de l'UFEC ABC. Ces femmes conseillères, anciennes comme nouvelles, élues à l'issue des communales et municipales de mai dernier, échangent sur plusieurs questions concernant le développement de leur association et son élargissement vers les départements de la Takora et de la Donga. L'UFEC ABC est âgé aujourd'hui de 11 ans, l'âge de la maturité, dit-on. C'est donc une étape cruciale de sa vie où elle doit prendre certaines responsabilités et essayer d'aller de l'avant en toute autonomie et en toute assurance. Chers collègues conseillers, la situation actuelle liée au sevrage de l'UFEC ABC par la coopération suisse au Bénin nous interpelle à vue d'un titre et nous oblige à prendre conscience de cette étape charnière de la vie de notre Union. Je ne doute point de la perspicacité, de votre ténacité, de votre engagement et sacrifice. Tel en témoigne la présence assise. Je suis persuadée, ensemble nous gagnerons le combat de l'émergence de leadership féminin et de l'émancipation de la femme. Les différentes actions menées par cette association dans le quotidien des femmes, notamment dans le domaine politique, ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi elles s'étendent désormais aux autres départements du Septentrion. Les conseillères de ces départements intègrent désormais ce creuset qui promeut l'intercommunalité. Nous n'avons pas le droit de dormir sur nos lauriers, tout comme nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous devons avancer résolument. C'est pourquoi je nous exhorte à plus d'ardeur au travail, à faire preuve d'ingéniosité à nos actions afin que nous méritons davantage cette considération et cette place de choix qui nous est faite dans l'arène politique et le développement local. Le préfet du Borgou, venu soutenir les femmes conseillères, a adressé ses félicitations à toute l'équipe pour les efforts accomplis. Des efforts qui, selon lui, impactent la promotion des droits de la femme et les résultats obtenus sont satisfaisants.
l'UFEC ABC a œuvré efficacement pour la promotion des droits de la femme et du leadership féminin dans les départements d'intervention. Elle a sorti la gente féminine de l'ornière en la délivrant du joug de la discrimination et des violences sexistes et en lui faisant une place digne dans la société. À travers la mise en œuvre des micro-projets, les femmes de l'Union ont apporté leur contribution appréciable aux actions de lutte contre la pauvreté ainsi qu'à la promotion de l'éducation des filles et de la santé des populations. Chères femmes élues conseillères communales, nul n'ignore votre rôle prépondérant dans les instances de prise de décision et le développement de la nation. Avec l'adhésion des conseillères de l'Atakora et de la Donga, l'UFEC ABC devient l'UFEC 2A BCD. Et retour maintenant sur cette descente mardi du président de la République sur certains sites de construction des marchés urbains à Cotonou. Patrice Talon est allé constater l'évolution des travaux. Il s'est également rendu sur certains sites de relogement des occupants des marchés en reconstruction. Ali Moumouni, Rafatou Amadou. C'est avec le ministre du Cadre de vie et celle en charge du commerce que le président de la République a effectué la visite des sites de construction des marchés urbains dans la ville de Cotonou. Le chef de l'État et sa délégation ont fait le tour des marchés de Ganhi, de Menotin, de PK3, Aïdjedo et de Wologede. Le but de cette descente sur le terrain est de constater l'évolution des travaux sur les différents sites. Globalement, le planning est tenu, sauf que nous avons eu des difficultés liées d'abord à la fermeture de la frontière du Nigeria, ensuite au Covid. Et donc nous avons un petit retard de 2 mois que nous sommes en train de rattraper, mais l'entreprise, les maîtres d'œuvre que nous avons rencontrés sur le terrain ont tous été félicités par le chef de l'État, par la qualité, la propreté, le professionnalisme et la façon dont les sujets techniques, réalisation de marché, ont été abordés et traités. L'entreprise a fait la démonstration de sa capacité à mobiliser du matériel, mobiliser du personnel qualifié. Quand on voit tout ce qui est fait là, actuellement, pas seulement à Cotonou, à l'intérieur du pays, concernant les marchés, oui, un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État s'est exprimé tout au long de ce parcours que nous avons fait et a exprimé ses sentiments qui nous rassurent également. Au total, 35 marchés urbains et régionaux sont prévus pour être construits sur toute l'étendue du territoire national. Il est question des marchés entièrement modernes, dont certains sont de type R+1, avec des capacités d'accueil amplifiées. C'est une grande satisfaction et je voudrais encourager l'entreprise, le corps de contrôle et l'équipe de l'agence qui est à l'œuvre pour amener ce projet à bout. Nous sommes actuellement sur 20 marchés. Nous allons entamer bientôt la phase 2 de 15 autres marchés. Il est normal que le chef d'État lui-même vienne apprécier pour savoir s'il faut continuer ou s'il faut donner des orientations. Toutes celles qui ont été recensées dans les marchés avant vers le site de relogement retrouveront leur place comme convenu, comme on leur avait dit déjà dès le départ, dès la conception des marchés. Elles retrouveront leur place. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au cours de cette sortie, Patrice Talon s'est également imprégné de la situation actuelle des usagers de ces marchés. Il a effectué le tour de quelques sites de relogement afin de rassurer les bonnes dames de l'importance du projet. Et maintenant, cette conférence de presse sur la 6e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA, c'est pour annoncer l'événement qui s'ouvre dès ce jour même ici à Cotonou pour 4 jours que les organisateurs ont animé cette conférence de presse. Cette édition se tient après celle de Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Regardez. La 6e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA s'ouvre ce jeudi à Cotonou. Cette conférence de presse est organisée pour annoncer ce rendez-vous annuel des PME et des institutions financières. Ce rendez-vous est unique parce que c'est une façon pour les PME de se questionner sur leurs problèmes.
C'est une façon pour les PME de l'espace UEMOA d'apporter des réponses aux questions qu'elles se posent régulièrement sur leur gouvernance, sur l'accès au financement, sur l'accès au marché et surtout sur le commerce intracommunautaire. Il faut noter que le salon répond également à un besoin d'intensification des échanges entre les PME de l'espace UEMOA avec le reste du monde et il vise aussi à mettre en réseau les PME ainsi qu'à apporter des contributions à la création d'emplois et de richesses. Nous sommes dans une période Covid, comme nous l'avons dit, et il était important, au regard de la connectivité, au regard du fait que tous les pays doivent être connectés, que nous soyons ici à Cotonou, où nous allons profiter éventuellement des connexions Internet pour pouvoir diffuser partout dans le monde entier. L'organisation du Salon des banques et PME de l'UEMOA vise à servir de cadre d'échange, de partage, de mutualisation, de réseautage, de coopération entre PME du Sud en vue de les booster dans leur quête de performance, d'innovation, de croissance et de contribution dans la création d'emplois et de richesses. Le thème retenu pour cette édition porte sur le commerce intracommunautaire et la compétitivité des PME. Et le salon, durant les 4 jours, va se tenir dans un format spécial. Le format spécial que nous avons retenu pour cette édition, c'est que le poste de pilotage de l'édition est basé au Cotonou, au Bénin, notamment à la salle de conférence de la Chambre de commerce du Bénin. L'ouverture officielle des travaux va se faire en présentiel et en ligne en même temps, mais parallèlement, au regard des difficultés pour les différents pays de permettre les PME de se déplacer par caravane, nous avons innové en optant pour des campus par pays. Nous pensons qu'il était important que ces genres de rencontres s'organisent pour permettre déjà à nos PME des différents pays de l'UEMOA de se rencontrer, d'échanger et de partager les expériences, surtout les expériences en matière d'innovation. Au dire des conférenciers, plusieurs activités sont prévues au cours de ce salon. Les journées thématiques à travers 4 panels de discussion, l'espace networking, le carrefour des PME, le Innovative Project et la cérémonie de récompense PME Awards. En raison de la COVID-19, la caravane des PME, qui est la première activité, ne sera pas organisée. Dans le monde de l'emploi maintenant, la 4e vague des candidats présélectionnés pour le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi ont pris part à une séance d'entretien mercredi, c'était donc hier. Cette opération est la dernière étape du processus devant conduire ces jeunes dans l'insertion au sein des entreprises. Eh bien, les entretiens se sont déroulés à la CCIB, ici même à Cotonou. La 6e édition du salon. Au total, 302 candidats présélectionnés dans le cadre du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi prennent part à cette étape d'entretien. Il s'agit de la 4e cohorte des candidats du PSIE. Pour cette vague, les filières concernées sont entre autres l'assainissement et l'hygiène de base, l'agro-industrie, le génie civil et les métiers de support. Je m'attendais à beaucoup plus de questions, mais bon. C'était pas difficile, c'était plutôt vite fait, pas beaucoup de questions quand même, des questions, ce qu'on avait appris quand même quand on était même sur les bancs et tout, voilà. Durant l'entretien, ils m'ont posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas vraiment, mais bon, j'ai pu quand même me défendre. 12 différents jurys composés d'experts des secteurs concernés sont chargés d'évaluer les compétences des candidats. À l'issue des entretiens, 24 seront insérés dans les entreprises. Mais la différence cette fois-ci, c'est que tout se fait de manière digitalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du papier, il n'y a plus des entrevues avec des fiches, mais tout se fait en ligne, bien sûr en présentiel, pour la simple raison que tous les candidats n'avaient pas la connexion Internet stable. Donc on a préféré qu'ils soient là, même si le jury travaille en ligne et le système sort automatiquement les résultats.
Donc il n'y a pas possibilité maintenant pour des mains humaines d'aller travailler sur les résultats. Donc c'est l'innovation de cette cohorte. Tout est immédiatement digitalisé et à la fin de l'entretien, ça nous sort automatiquement les résultats. Cette innovation de digitaliser les entretiens du PSIE vise à répondre à la fois à la demande des entreprises et respecter le timing des différentes programmations. Les étapes à venir, chaque mois par exemple, toutes les 2 semaines au mieux, c'est que nous allons lancer de nouvelles offres. À partir de ce mercredi soir, à 18h, je vais lancer actuellement 40 nouvelles offres. Donc il y a 40 postes qui seront mis en ligne à partir de ce soir et au bout d'une semaine, on va les traiter et par la suite, on aura encore les entretiens numérisés avec les candidats. Et à la fin du mois de novembre ou plus tard, nous allons lancer encore 106 nouvelles offres. C'est vous dire que chaque mois, toutes les semaines, en fonction de la demande des entreprises, nous mettrons en ligne des offres. Donc c'est un peu le rythme que nous nous sommes donné pour pouvoir au moins couvrir les demandes en attente. Actuellement, environ une centaine de jeunes sont déjà insérés dans les entreprises depuis le début du programme. Faut-il le préciser, le PSIE vise à insérer par an 2000 jeunes au sein des entreprises. Et avant de boucler, le ministre de la Santé a réceptionné un important lot d'équipements et composé d'ordinateurs, de téléphones, de tablettes et autres. Et c'est bien destiné à améliorer la gestion des hôpitaux et des informations sanitaires en vue de l'amélioration ou d'une meilleure prise en charge des populations. Eh bien, c'est un programme, c'est un don de la Fondation MTN Bénin et qui vient renforcer les interventions du système d'information hospitalier de la plateforme qui est médicale. On voit ça avec William Sanoussi, Moufid Sawan. La Fondation MTN aux côtés de Kia Medical pour offrir des équipements constitués de 35 ordinateurs plus support mobile, des téléphones et des tablettes dotés de connexion Internet pour 1 an au ministère de la Santé. D'un coût global de 35 millions de francs CFA, ces équipements permettront de mettre en place des points d'enregistrement au sein des hôpitaux bénéficiaires devant faire partie de la mise en œuvre du système d'information. La solution qui est déployée globalement dans toutes les formations sanitaires du Bénin et feront bénéficier plus de 1800 médecins professionnels de la santé qui seront activement engagés et le service pourrait impacter plus de 115 000 patients pour une moyenne de 5 000 nouvelles consultations enregistrées chaque mois. Le système d'information hospitalier de Kia Medical interconnecte les différents acteurs du système de santé à travers une même plateforme centralisée grâce à l'identité médicale universelle, IMU. Ce lot de matériel vient à juste titre accompagner les efforts du ministère de la Santé dans le renforcement de l'information sanitaire, la gestion administrative des centres et l'amélioration de la prise en charge des populations. Le ministère de la Santé saura faire bon usage et nous pensons que nous parviendrons à avoir ces objectifs et que ça va servir vraiment à impacter le système informatique de nos services dans les hôpitaux et plus pour les informations que nous devons avoir au niveau de Covid et dans tout le système de soins dans nos hôpitaux. Le lot de matériel est destiné à l'hôpital de Zinvier, au centre hospitalier départemental du Borgou Alibori, à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, au centre hospitalier universitaire Lazare et au centre national hospitalier universitaire CNHU Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. La vision de Kia Medical est de voir cette technologie implémentée dans tous les hôpitaux à travers le Bénin. Et comme vous le saviez, c'est un déploiement progressif. Donc pour le moment, cette première phase a identifié 5 hôpitaux bénéficiaires qui vont se voir dotés de ces différents matériels pour pouvoir utiliser la plateforme Kia Medical. Nous sommes allés vers la Fondation MTN qui a apprécié ce projet et qui a vu l'impact que cela pouvait apporter sur la vie des populations et qui a décidé d'accompagner justement la dotation des formations sanitaires pour pouvoir utiliser aisément cette plateforme. Kia Medical a pour principale mission d'accompagner l'amélioration du système de santé afin de garantir des soins de santé accessibles, faciles et économiques pour toutes les populations. Et c'est dans ce cadre que depuis 3 ans, Dr Ariel Arwansou travaille à proposer des solutions numériques pour pouvoir accompagner les hôpitaux
dans leur processus de gestion et de prise en charge des patients. Et c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur notre site internet, le www.canal3television.com et sur notre application mobile Canal 3 Bénin. À demain 13h.